Bonjour et bienvenue dans le studio des experts pour cette dernière de la saison. On va encore passer un peu moins d'une heure ensemble à passer l'actualité de la semaine en revue. Alors au menu cette fois-ci une visite de POTUS, les blouses blanches en colère, un an de politique régionale et toujours ce fameux Covid, plus plein d'autres sujets qui ont émaillé la semaine. Nous respecterons les règles sanitaires, donc 2 experts, 2 invités politiques. Parmi nos experts, nous avons Mathieu Ladevez, chef d'édition Bruxelles à l'ADH. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Sylvie Losberg, historienne, présidente du Conseil des femmes, directrice aussi de stratégie au CAL. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques. Alors, à présent, je vous propose de passer au sujet qui a démarré la semaine, c'est la visite du président américain à Bruxelles. Du coup, la ville était perturbée, pas personnellement par Joe Biden, mais par tout son entourage et par tout ce qui était mis en place. Lundi, c'était le sommet de l'OTAN et mardi, c'était l'Europe et le roi. Reportage Adeline Bohin et Yannick Van Gansbeek. Rien n'est laissé au hasard, aucune rentrée, aucune sortie. Je suis arrivée, j'ai oublié mon laissez-passer, donc là j'attends que mon collègue me l'apporte ou en tout cas m'envoie une photo sur mon téléphone pour pouvoir passer le barrage de police. Car derrière ce large périmètre de sécurité, le staff du 46e président des États-Unis. Alors le boulevard de Waterloo est bouclé et surveillé de très près. Et celui qui voudrait s'approcher pourrait même s'y accrocher. Depuis lundi, les clients dans cette grande artère commerciale se font rares. L'impact il est assez costaud vu que bon, c'est 2 journées importantes, c'est une période importante parce que les affaires reprennent, on est en pleine saison et donc ce sont pas des milliers d'euros mais des dizaines de milliers d'euros qui sont en jeu parce qu'on est sur une artère de luxe et ça chiffre, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc c'est très important, les pertes sont très importantes. Ouais. Celui qui veut faire son shopping devra montrer patte blanche. Et même si ce n'est pas la première fois qu'une personnalité visite Bruxelles, la communication n'était pas au rendez-vous. Jusqu'au jour même, on ne savait pas vraiment si les clients pourraient rentrer, pas rentrer, dans quelle mesure s'ils rentraient, ils pouvaient rentrer. Donc ici, voilà, c'est contrôle d'identité, comme contrôle palpation et tout. Donc certains clients sont évidemment réfractaires. Quand on va faire du shopping, c'est pas pour vivre ce genre d'expérience. Carte d'identité et autorisation sont demandées. Dans le quartier européen, par contre, avec les nombreux sommets européens qu'il y a chaque année, le protocole est bien rodé. Mais cette fois-ci, le dispositif était encore plus important. On a fait appel évidemment à ce qu'on appelle la capacité hypothéquée, c'est-à-dire on fait appel à d'autres zones de police pour venir renforcer le dispositif sur Bruxelles et environ. J'ai vu des véhicules de Liège, de Basse-Meuse, d'un peu partout en Belgique. Vers 15h, Joe Biden terminait son périple bruxellois pour se rendre cette fois-ci à Genève. Alors, Joe Biden a quitté Bruxelles, il est allé rencontrer Poutine à Genève. Qu'est-ce qui restera de ce voyage, Mathieu Ladevez ? À mon avis, rien. Parce que c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est pas Bruxelles, c'est pas la Belgique. C'est pas non plus les institutions européennes en tant que telles, où là, on vit vraiment à Bruxelles les institutions européennes. Donc il est passé à Bruxelles, il n'a rien apporté. Il a embêté 2-3 commerces de luxe que personne ne va plaindre malheureusement parce que ce sont des commerces de luxe. Donc voilà, moi ce que je vais retenir, et c'est peut-être un petit coup de gueule, j'ai pas trop apprécié que le Make and Peace soit habillé aux couleurs de l'OTAN, parce que l'OTAN, ça représente quelque chose auquel je n'adhère pas forcément. Bon, je suis plutôt pacifiste dans l'âme, bon voilà. Après, je peux comprendre qu'il y ait des institutions de cet acabit. Mais pour moi, le Make and Peace, ça représente quelque chose de folklorique. Ça va aider une association, ça va aider une commune. Là, les cours de l'OTAN, je trouve que c'était un peu exagéré. On a un peu fait trop pour l'OTAN. Après, voilà, il est venu, il est parti. Merci, au revoir. Il a eu droit même à quelques manifestations anti-OTAN. Beaucoup moins que du temps de Donald Trump quand il est venu à Bruxelles. Moins actif. Voilà. Et vous, Sylvie ? D'abord, pour revenir sur le boulevard de Waterloo, qu'on appelle le boulevard du luxe, est-ce que vous savez que chaque fois qu'un président des États-Unis s'installe, que ce soit à l'hôtel, au Grand Hôtel ou bien à l'ambassade, on doit vider la pompe à essence qui se trouve devant cet hôtel parce que c'est un danger pour les hôtes de marque, au risque d'explosion, d'attentats, etc. Donc ça pose quand même la question de cette pompe à cet endroit. Et comme on va refaire le boulevard, ce serait peut-être l'occasion de réfléchir un peu à tout ça. Donc sur la question de la sécurité, c'est embêtant, c'est vrai, mais c'était surtout embêtant pour les usagers du métro. Et donc les usagers du métro qui doivent aller au travail, etc. Bon, là, je trouve qu'on n'a pas vraiment eu à leur égard beaucoup de précautions. Ils sont un peu les dindons de la farce, on va dire. Alors sur la visite elle-même de Joe Biden, je ne suis pas tellement d'accord avec Mathieu parce qu'il a quand même rencontré les hauts personnages de l'Union européenne. Et puis, ça nous donne quand même une indication pour sortir un peu de cette
cette phase particulièrement détestable qu'on avait avec Trump. On sent aussi qu'on repart vers une opposition Est-Ouest, hein, puisqu'après c'est Poutine et la Chine, et que là Biden a quand même donné un petit peu d'air à ce qu'on appelait le multilatéralisme. C'est l'occasion, je pense, pour l'Europe de prendre sa place enfin sur la scène internationale, et on peut l'espérer. En tout cas, moi je pense que ça peut être quand même une première marche vers une Europe plus visible et plus forte. On va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques, deux édiles communaux. Un bourgmestre qui promet de passer la main, mais quand, on verra. Et une première échevine qui devrait bientôt devenir bourgmestre début de l'année prochaine. L'un du nord, l'autre du sud, l'un CDH, l'autre défi qu'ils entrent. Voici donc Sophie Devos, qui est première échevine à Ouderghem, défi chargée entre autres de la mobilité et de la culture, mais de plein d'autres choses. Et à ses côtés, Hervé Doyen, bourgmestre de CDH, bourgmestre de Jette, qui est en charge notamment la police, hein, ça c'est le boulot du bourgmestre, hein, et évidemment de tout le collège. Alors, on va commencer par vous, Hervé Doyen. Qu'est-ce que vous pensez de ces perturbations dues à ce voyage du président américain à Bruxelles? Je pense ce qui a été rendu par la presse, notamment par vous, que visiblement il y a eu un très très large défaut de communication qui a fait que Bruxelles a vécu quand même quelques heures relativement perturbées, y compris pour les commerçants, pour les livreurs, pour les habitants. Voilà. De manière générale, voilà, c'est un peu Bruxelles est le siège de l'OTAN, ça a été dit, c'est le siège des institutions européennes, ça a été dit, donc il y a des choses qui sont visiblement plutôt bien rodées. Mais là, pour le coup, la visite de Biden et avant lui celle de Trump et avant lui celle d'Obama, c'est chaque fois traduit par une ville mise à l'arrêt pendant plusieurs heures. Sinon, mais on pourrait faire autrement, Hervé Doyen ? Je ne sais pas si on pourrait faire autrement. En tout cas, communiquer davantage, d'une part, et on peut s'interroger sur les modes de déplacement. Enfin, je veux dire, j'en sais rien, hein, donc moi je suis pas un spécialiste, mais on peut s'interroger de savoir pourquoi d'un endroit à l'autre on ne sait pas bouger les gens en hélicoptère plutôt que de bloquer des quartiers entiers pour des passages de caravanes. C'est parce que c'est des convois, hein, donc c'est pas juste une bagnole qui passe gentiment, c'est des convois entiers. C'est au milieu des embouteillages. Pardon ? Et au milieu des embouteillages. Donc, au milieu des embouteillages. Donc voilà, moi, nous connaissons toute cette image du président qui quitte la Maison-Blanche, qui va à l'hélicoptère et qui quitte la Maison-Blanche en hélicoptère en plein cœur de Washington. Je suppose que la chose pourrait être possible, sur une région comme la nôtre, et surtout qu'il n'y a rien de plus. On ne voit pas le président, il est embrigadé dans une bagnole, on ne sait même pas laquelle c'est peut-être la première, c'est peut-être la troisième, pour les raisons de sécurité d'ailleurs, et donc on est vraiment dans l'opérationnel pur, mais il n'y a pas de valeur ajoutée pour les habitants qui, il y a 30 ans ou 40 ans, pouvait voir le président passer, lui faire signe, il y avait quelque chose. Mais là, il n'y a juste rien. Ouais. Donc, voilà. Alors, on va voir ce qu'en pense Sophie Devos. Vous êtes dans une commune qui ne voit pas passer. Non, absolument. Vous ne voyez pas passer ces fameux convois, vous n'êtes pas touché par cela. Oui, effectivement, nous n'avons absolument aucun impact pour les moins de 48 heures que le président américain a passé à Bruxelles, quelques heures par quartier. Donc, effectivement, les images qu'on en a, c'est celles qui viennent de la télévision, des médias. Et oui, je ne peux que répéter ce qu'a dit Hervé par rapport au manque visible de communication, principalement par rapport à certains commerçants qui n'étaient vraiment pas contents. Peut-être qu'on pourrait encore améliorer, mais enfin, on voyait quand même qu'il y a déjà des améliorations par rapport à la fois passée, lorsque Trump était passé. Donc, visiblement, on s'améliore. Donc, encore améliorer la communication, ça paraît absolument indispensable. Peut-être trouver d'autres idées, comme, je sais pas moi, la gratuité des transports en commun ce jour-là. Ça passerait par une communication positive aussi. Mais
Voilà, on parle quand même de moins de 48 heures. La gratuité offerte par Joe Biden. Alors, par exemple, on parle quand même de moins de 48 heures. On a l'OTAN, on a l'Union européenne. Je pense qu'il y a aussi des petits désavantages. C'est pas comme si c'était toutes les semaines non plus. Et c'est d'ailleurs un habitant de Aaron qui le disait. C'est pas comme si c'était toutes les semaines. Mais justement, est-ce qu'au Durghem, on est prêt à prendre un peu sa charge et à dire, tiens, mais venez vous installer au Rouge Cloître. Mais en tout cas, quand il y a des visites comme ça, toutes les zones de police prennent leur charge. C'est ce qui s'appelle la capacité hypothéquée. Et donc, c'est pas la ville de Bruxelles ou la commune où se trouve tel ou tel siège d'une grande institution qui prend tout. On envoie des policiers. Il y a des policiers qui viennent de Bruges, qui viennent de Liège. Il y a effectivement, lors de ce genre de grands événements, un certain nombre de policiers qui sont détachés déjà. Mais ça donne quand même, malgré les problèmes, ça donne l'impression que Bruxelles a l'habitude, Mathieu Ladevez, maintenant, tous ces sommets. Et on n'en fait plus toute une histoire 6 mois avant. Ça tourne, honnêtement. Peut-être au niveau du problème de communication, mais je pense que c'est l'OTAN qui maîtrise, qui a moins l'habitude qu'un sommet européen ou les institutions européennes. Donc on voit que c'est très différent dans la gestion, beaucoup plus de sécurité. Mais Bruxelles gère, on le sait, il gère 1000 manifs par an minimum. Bruxelles a l'habitude des grands événements. C'est pour la ville de Bruxelles. Ça, rien que pour la ville. Il y en a peut-être en marge devant certaines ambassades à Rotterdam ou à Etterbeek, par exemple. Mais, donc ça marche, ça tourne. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de souci. Après, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé, je trouve que votre idée était bonne. Il y aurait peut-être, si on avait eu le temps de faire un petit moment festif, allez, Biden qui vient serrer quelques louches, place des Palais, j'en sais rien, un petit moment comme ça, ou qui passe en voiture. Une petite valeur ajoutée. Une petite valeur ajoutée. Il faut d'abord qu'il gagne l'euro. Mais je pense pour aller sur la Grande Place. Ou alors, il y avait Bill Clinton qui était venu au Vieux Saint-Martin. Il avait été à Dinan, il avait été jouer du saxo. Quand Macron est venu à Bruxelles, il est allé boire des chopes en sommet européen sur la Grande Place, des choses un peu plus comme ça. Mais c'est l'OTAN, c'est carré. Je pense qu'on n'a rien à dire. Je pense que la région bruxelloise n'a rien à dire. Et je pense que la Belgique n'a pas grand-chose à dire non plus. C'est vrai. Et puis il y a une espèce d'insécurité aussi due aux dernières années et aux menaces d'attentats. Il n'y avait pas du temps de Clinton, évidemment. Eh bien, je vous propose de passer à notre sujet suivant, puisqu'on a l'air d'être plus ou moins tous d'accord sur cette visite. On va parler d'un sujet qui est plus compliqué, c'est celui du secteur santé qui est en difficulté. Alors on a eu les difficultés des médecins assistants, les infirmières spécialisées, les hôpitaux qui doivent être mis en réseau. Tout le monde, en fait, est en colère dans les soins de santé. Il y avait une manif jeudi, il y en aura encore une demain. Voilà un reportage au centre de la manif près du Chirec Delta. C'était jeudi. Arnaud Bruckner et Lionel Calawart. Des soignants couchés au sol, harassés par la crise sanitaire, mais en colère. Eux qui sont en première ligne, et pourtant... Il est temps de bouger, de se réveiller. On compte sur vous, le combat n'est pas terminé. On nous a oubliés tout simplement, on a tenu le coup pendant tout le Covid. On s'est démenés, on a été applaudis, et maintenant on est oubliés. On nous demande de reprendre un programme, de reprendre tout en une fois. Et après, ben non, la vie, elle continue pas comme ça, c'est trop difficile, notre métier est pénible, il faut qu'il soit reconnu. Et dans le cortège, tous ensemble, ouais. Beaucoup d'autres travailleurs de l'hôpital, comme Maria et ses collègues. On a bossé, on a donné tout pour les patients, pour la période Covid. On a eu aucun remerciement et on voulait que ça change pour toute la Belgique et pour tout le personnel médical. Sur les visages, des masques en grève qui cachent des sourires amers. Et dans les mains des panneaux, messages pleins de rancœur au sortir de cette troisième vague. On attend des engagements, on attend une revalorisation de nos métiers. Et c'est pas le cas. Il n'y a aucun qui bouge, personne ne bouge. On n'en peut plus, les gens sont en burn-out. Voilà. Direction le cimetière d'Ixelles, puis retour au Chirec. À l'intérieur, des soignants ont été réquisitionnés pour assurer le service aux patients. Des soignants en attente de solutions. Les solutions qu'on propose, elles sont vraiment multiples. 1. Il y a des conventions collectives de travail qui sont en attente de signature auprès de la commission paritaire. Il faut urgemment qu'elles soient signées pour améliorer les conditions de travail. 2. Il faut mettre tout en place pour rendre attractifs les métiers de profession de soins. Et donc ça, aussi bien les employeurs que les fédérations des employeurs en sont responsables. Et 3. Il faut mettre en place des mesures pour, quelque part, permettre au personnel qu'ils puissent récupérer. Des actions semblables ont eu lieu ce jeudi dans plusieurs hôpitaux de la capitale. Voilà, tous ensemble, pour essayer de revaloriser peut-être un peu ces types de métiers, vraiment forte difficulté. Alors Sophie Devaux, c'était sur le territoire d'Oderghem, et un petit peu on était jusqu'à Ixelles au cimetière, mais justement, comment vous analysez ces problématiques de ce secteur auquel on a fait tellement appel pendant le Covid et qui ne s'en sort pas ?
Mais oui, je pense qu'il y a une double peine. On ne peut qu'être solidaire de ces soignants qui sont depuis 15 mois vraiment au bout du rouleau. Ils sont au four et au moulin, ils sont épuisés physiquement, psychologiquement. Ils ont fait des efforts personnels, familiaux pas possibles. Et cette pandémie est venue s'ajouter sur une situation de pénurie en métier des soins qui existait déjà. Et voilà, malgré cela, malgré leur appel à l'aide, malgré les burn-out, il y a des tas de gens qui quittent la profession, il y a des gens qui tombent en dépression. Rien ne change. C'est ce que disait l'infirmière qu'on voyait à la télé. Rien ne change. Il n'y a toujours pas une personne qui a été engagée depuis la fin de la 3e vague. Il y a des conventions collectives qui ne sont pas signées depuis 2017. Il y a, je pense, un fonds des blouses blanches qui a été dégagé, qui a été voté, mais finalement, il n'est pas utilisé ou il est terriblement sous-utilisé. Donc, au jour le jour, au quotidien, à très court terme, il n'y a rien qui change pour ces gens. Ça, c'est une bonne question. La signature des conventions collectives de travail, je pense que c'est au niveau des employeurs, alors évidemment. Et puis, il y a au niveau du gouvernement fédéral d'arrêter peut-être de faire des belles paroles et de faire plutôt des actes. Je pense qu'il faut vraiment revaloriser, mais revaloriser vraiment. Il faut reconnaître la pénibilité de cet emploi. Ça, c'est deux choses qui sont absolument indispensables si on veut que les jeunes embrassent cette profession, parce que c'est ça un des problèmes de base, c'est cette pénurie. Et surtout, il faut concerter le secteur. Hervé Doyen, le CDH est aussi dans l'opposition fédérale, donc vous allez tenir le même discours, dire que c'est au fédéral à un peu trouver des solutions. Je n'ai pas trop envie de tenir un discours politique, mais j'ai envie de dire que quand le secteur de la santé se manifeste comme il se manifeste maintenant, et de la même manière quand le secteur de l'enseignement se manifeste, ce sont des marqueurs. Ce sont des manifestations, je ne parle pas de manifestations de personnes, mais des manifestations d'humeur, des manifestations de mal-être ou de malaise qui parlent de nous, qui parlent de la société dans laquelle on vit. On est dans une société marchande, on est dans une société où l'emprise de la grande main visible, je dis, se fait de plus en plus prégnante. Et tous ces métiers qui sont des métiers de la puissance publique, qui sont l'enseignement, l'éducation nationale, le métier de la santé, sont des métiers qui nous touchent parce qu'elles touchent l'éducation, elles touchent au corps, elles touchent à la santé, elles touchent au plus profond. Si on ne tient pas compte, si la puissance publique ne veut pas reconnaître demain que lâcher du lest, c'est ne pas revaloriser, ne pas reconnaître ces métiers tout en étant de plus en plus exigeants sur l'expertise, sur le nombre d'années d'études, etc., il va y avoir une dichotomie telle que ce métier va devenir inintéressant. Tout le nord de la France, la Lorraine par exemple, est exsangue aujourd'hui parce que toutes les infirmières et les infirmiers qui travaillent dans ces régions-là passent au Luxembourg pour aller toucher des salaires 30 à 40% supérieurs à ce qui se passe en France. Dans le sud de la France, c'est exsangue parce qu'on doit faire appel à des infirmières espagnoles. En Espagne, on fait appel à des infirmières roumaines. Et chez nous, on sait bien que dans le secteur de la santé, on fait de plus en plus appel à une main-d'œuvre, entre guillemets, étrangère. Et quand dans un pays, des métiers aussi beaux que le métier d'enseignant ou le métier d'infirmière ou d'aide-soignant sont de plus en plus galvaudés et qu'il faille faire appel à l'étranger pour remplir les cadres, ça en dit long sur l'état de déliquescence et du regard politique sur ces métiers-là. Donc il faut refinancer ces métiers-là, un peu comme on a financé le Covid. Là, on a accepté de vider les caisses pour payer des choses. On pourrait le faire aussi pour la santé, c'est ça votre idée ? Il faut le faire pour l'enseignement, il faut le faire pour l'enseignement primaire, pour les maternelles, et il faut le faire pour le secteur de la santé. C'est ce qui nous touche au premier. Le premier précepte d'un État moderne et démocratique, c'est quand même d'assurer l'éducation et la santé de ses citoyens et leur sécurité. Voilà. Si on perd ça de vue, va-t-on ? Sylvie Losberg. Oui, donc d'accord qu'il y a un point de vue économique et que la rentabilité des hôpitaux fait en sorte que, alors qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a l'argent, le fonds Blouse Blanche, il est là, il y a du budget, eh bien, on ne l'utilise pas. On n'engage pas ni des aides-soignants, ni des étudiants pendant l'été pour donner un peu d'air à ce personnel. Donc, il y a, sur le plan économique, une lacune qui est liée aux politiques, parce que je pense qu'il faut une parole politique. Pourquoi est-ce que l'argent n'est pas utilisé ? Parce qu'on n'a pas émis la circulaire qui permet d'affecter les budgets. On attend. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'on attend. Et donc, c'est normal que le personnel en ait vraiment par-dessus la tête, parce que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'au-delà de ce que vit le personnel infirmier ou médical dans son ensemble,
le ricochet, c'est quoi ? C'est que quand on tombe malade, on est mal soigné, on reste dans un couloir, on n'a pas ce qu'il faut comme examen. Et donc, on a investi énormément dans les scanners, tout le matériel, et on n'investit pas dans l'humain, ni dans l'humain des professionnels, ni dans l'humain des patients. Et ça, je pense qu'à un moment donné, ça va vraiment craquer. Et dernière chose, ça ne date pas de la crise Covid. Les premiers problèmes, c'était sous Maggie de Bloch. En 2018, on n'écoute pas le secteur, comme vous dites. L'Union des infirmiers n'a même pas été appelée. Ils ont fait des courriers à Van den Broek. Ils n'ont pas de réponse. Attendez, dans un pays comme la Belgique, où on est un pays de concertation, c'est inadmissible. Mais pour être juste aussi, la pénurie des infirmiers et des infirmières, ça date aussi d'il y a longtemps. C'est pas nouveau. Bien sûr. C'est bien la preuve qu'en fait, on n'investit plus dans l'humain et un humain qui doit être non seulement valorisé financièrement, mais aussi socialement. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est pas encore assez ce qu'ils font, parce que je suis pas sûre que ça va débloquer. Mathieu Ladevez. Justement, ce que je pense exactement comme Sylvie, je pense que s'ils veulent avancer, c'est pas des manifs comme ça qui vont faire bouger les choses. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut faire des grèves, il faut bloquer des hôpitaux, sinon ça ne bougera pas. J'ai lu Santé en lutte qui organisait la manifestation, expliquait, je n'avais pas vraiment vu ça et ça m'a un peu fait halluciner. En fait, il y a des infirmières spécialisées qui vont perdre quand même quelques centaines d'euros par an, bon, c'est pas rien. Et celles qui ne veulent pas perdre d'argent peuvent signer ou bien ne pas signer la nouvelle clause, ou je ne sais plus exactement comment ça se passe. Par contre, elles ne peuvent pas changer d'entreprise, sinon elles perdront ces avantages. Enfin, où on est là, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on se dit, mais il n'y a plus aucune liberté de travail dans ce secteur-là, j'ai l'impression. Donc moi, je leur conseille d'aller beaucoup plus loin. Ils vont être réquisitionnés. Et pareil pour les profs. Franchement, les profs sont aussi dans un état très très compliqué avec la période Covid, ils en ont pris plein la tête. Et on ne les entend pas, tant mieux, mais il y a une preuve comme il y a une pénurie de place. Sophie Devos, vous disiez, ils vont être réquisitionnés. Il y en a déjà certains qui ont été réquisitionnés. Tout à fait. J'ai aussi lu quelques articles à ce sujet. Il y a une infirmière qui voulait faire la grève pour la première fois. Jamais elle n'avait quitté son poste. Et puis elle s'est dit là vraiment, maintenant, il faut y aller. Elle n'a pas pu y aller. Elle a été réquisitionnée par son hôpital parce qu'il y a un minimum, évidemment, de services c'est un service du dimanche, voilà, en fait, qu'on assure dans les hôpitaux. Parce que pour ceux qui sont malades, ils n'ont pas très envie de tomber sur un hôpital vide. Ni aujourd'hui, ni demain, d'ailleurs. Alors, on va passer à nos têtes d'affiche. C'est le moment où on va présenter à tous les deux des portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Alors, vous devrez en choisir un ou une qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence par Sophie Devos. Je vous propose tout d'abord Christian Eriksen, le footballeur danois, qui a eu un malaise en plein match. C'était le week-end dernier. Mila, ado menacée de mort sur les réseaux depuis 18 mois en France. Diana Ross, 77 ans, qui sort un nouvel album. Ou Nikita Mandrika, le dessinateur du Concombre masqué, c'est de la bande dessinée, disparue cette semaine. Qui choisissez-vous dans l'ordre, Christian, Mila, Diana ou Nikita? Je dois vous donner un autre cas. Non, suffit. Eh bien, Mila. On n'est pas chez Pascal Vrébos. Mila fait l'objet d'un déferlement de haine absolument inouï, qui est absolument insupportable. Alors peut-être qu'au début, elle était un petit peu provocatrice, peut-être qu'elle a dit certaines choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû dire, mais le contre-coup qu'elle reçoit est absolument inacceptable, et je trouve qu'il faut absolument la soutenir et rendre, mais ça l'est, ce déferlement de haine attaquable légalement. On ne peut pas faire, on peut pas faire et dire n'importe quoi parce que c'est sur les réseaux sociaux. Mais ça, on voit tous les jours. Il n'y a pas que Mila. Le déferlement de haine sur les réseaux, ça prend des proportions absolument considérables. On dirait que l'écran délivre les gens de toute pudeur, de toute contrainte, de toute politesse. Enfin, vous êtes attaqué parfois sur les réseaux sociaux? Ah oui, moi, mais ça fait partie du métier de politique. On peut encore se dire que ça fait partie de notre quotidien. Mais tout le monde, tout le monde. On va passer à Hervé Doyen et 4 autres personnalités. Tout d'abord, Marc Goblet, le syndicaliste de la FGTB, devenu député, qui est décédé à 64 ans cette semaine. Mark Van Ranst, le virologue terré dans une safe house pour l'instant. Ou Laura Wandel, une réalisatrice bruxelloise sélectionnée à Cannes pour le film Un Monde, ou encore Aung San Suu Kyi, qui est en procès au Myanmar. Alors, qui choisissez-vous? Marc, Laura ou Aung San? Je prends la présidente de Birmanie parce que Aung San Suu Kyi. Oui, elle incarne à elle toute seule l'ambiguïté de l'exercice du pouvoir.
elle a une espèce de parcours, je veux dire, avant de devenir aux affaires, assez exemplaire. Et une fois aux affaires, elle s'est quand même pas montrée la plus conciliante avec la cause de certaines minorités sur son territoire. Les Rohingyas notamment, oui. Notamment. Et ça montre que les personnages, ça me fait penser à Bettencourt à l'époque, les personnages peuvent être publics comme ça, politiques, peuvent être, je veux dire, à la fois très ambivalents, parce qu'il y avait énormément d'ambivalence chez cette personne. Et vous êtes ambivalent, Hervé Doyen ? À la fois, elle avait quelque chose d'héroïque, et en même temps, je dis, quand elle est dans l'exercice du pouvoir, on sent qu'elle est dans une compromission telle avec les services, avec les forces armées birmanes, qu'elle ne sait même plus, je veux dire, exprimer le minimum de compassion par rapport à une partie des minorités qui sont persécutée dans leur chair sur son propre territoire dont elle exerce la présidence. Voilà. Et elle sera punie par ça, parce qu'elle sera rattrapée par ses propres forces armées auxquelles elle n'a pas su tenir tête et a été enfermée. Donc l'ambivalence des personnes, je dis, c'est assez caractéristique de ce que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Oui, mais je vais quand même reposer ma question. Et vous aussi, vous avez un côté ambivalent. Est-ce qu'il y a un Hervé Doyen blanc, un Hervé Doyen noir ? Mais je suppose qu'on est tous quelque part ambivalents. Mais j'ai jamais eu vraiment à titre personnel. Et la question me surprend un petit peu, mais je vais quand même essayer de répondre sincèrement. Ça fait 22 ans que je suis bourgmestre et je n'ai jamais eu l'impression de mentir à moi-même dans l'exercice de ma fonction. Pouvez-vous regarder dans la glace ? C'est bien vous. Justement, ça fait 22 ans que vous êtes bourgmestre. Est-ce que vous allez rester bourgmestre jusque quand, Hervé Doyen ? Jusqu'à la fin de cette année-ci, c'est prévu comme ça. Moi, j'ai 65 balais au mois de novembre, le 20. Voilà. Et donc, en accord avec ma formation politique, ma majorité, j'ai toujours dit que je partais à 65 ans. Donc, je céderai le majorat à la fin de cette année-ci. À qui ? Et alors, vous me parlez comme si j'étais une espèce de prince consort dans une espèce de fief médiévale et que donc j'allais, je dis, repartir en disant avec une grande épée, dire toi, ma princesse, on ne va pas croire. Prince, tu vas me succéder. On ne va pas croire que si quelqu'un vous succède, ce sera contre vous. Pardon ? On ne croit pas que si quelqu'un vous succède, ce sera quelqu'un qui vous succédera contre vous. Alors c'est certainement pas quelqu'un, enfin je suppose, j'espère que ce ne sera pas quelqu'un qui succédera contre moi, mais a priori, on a une procédure à l'intérieur de la liste du bourgmestre que j'ai menée aux élections par 4 fois. Et ce process prévoit qu'à un certain moment, je vais déclarer en interne que je remets mon mandat. Voilà, comme le mandat appartient à la liste du bourgmestre conformément aux accords de majorité, c'est au sein de la liste qu'il faut désigner un successeur. Voilà. S'il y a des candidats à ma succession, ils se manifesteront. S'il y en a un, il y en a un. Et s'il y en a 2 ou 3 et s'il y en a une, et s'il y en a une, enfin, quand je dis une, c'est un 1 majustatif, un 1 inclusif. Voilà, je veux bien dire une. Que la une ne s'inquiète pas. Ça ne veut pas dire que Mathieu Ladevers. Vous n'avez pas organisé un minimum quelque part à votre succession. C'est bizarre, c'est assez surprenant, je trouve. On organise toujours sa succession. Ah oui. Mais l'organisation d'une succession ne se fait pas nécessairement sur des personnes. Elle se fait sur des valeurs que vous essayez de porter au sein d'une majorité depuis des années, sur un exercice du pouvoir dont vous essayez qu'elle soit plutôt exemplaire, et sur un exercice démocratique du pouvoir. Franchement, j'essaie de faire en sorte que mon collège, ce ne soit pas juste une espèce d'aéropage d'affilée qui disent... Ce n'est pas une chambre d'enterrement, c'est une équipe. C'est une vraie équipe qui travaille, et je vous dis, cette culture-là, ça fait partie de la succession et c'est ça l'héritage. Bon, Sophie De Vos, vous n'allez pas échapper à la question aussi, parce que vous êtes première échevine d'un bourgmestre aussi qui annonce qu'il va partir. Alors comment ça va se passer à Auderghem ? Est-ce que c'est vous la prochaine bourgmestre d'Auderghem ? Je veux dire, le processus est exactement identique à Auderghem. On n'a pas des lois différentes à Auderghem, donc effectivement, mais je n'ai pas connaissance d'autres candidats que moi, effectivement, première échevine après le départ de Didier Gauzoin. Donc ça devrait pouvoir se passer harmonieusement. Et ça devrait être donc fin d'année aussi. Absolument. Comme à Gette, on aura donc des nouveaux bourgmestres. Si on a le droit de faire des fêtes, on fera... Voilà. Et peut-être qu'il y aura peut-être une troisième commune en même temps, Saint-Gilles aussi, où il y aura un changement de bourgmestre. Probablement Gansourne aussi.
Et oui, et Gansor aussi était prévu. Là, par contre, Gansor, c'est bouquet. On sait qui va être le bourgmestre. Donc vous voyez que parfois, on le sait. Mais parfois, ça peut faire partie d'un accord entre partis, plus que le choix d'une personne. Alors, j'aimerais quand même vous présenter 5 infos de la semaine. Laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé, pourquoi? Tout d'abord, le bus 48 interdit de piétonnier. Décision de la ville de Bruxelles. La liaison Paris-Bruxelles en train qui a fêté ses 175 ans cette semaine. Les 20 km de Bruxelles qui auront lieu le 12 septembre. Une pollution chimique au FIPOS qui fait trembler la Flandre. Et les Red Panthers, médaille de bronze à l'Euro d'Amsterdam. C'est du hockey féminin. Alors, Sophie De Vos, on va commencer par vous. Est-ce qu'il y a une info qui vous attire particulièrement là-dedans? Qui m'attire. Moi, celle qui m'a ravie, ce sont les Red Panthers. Je ne veux pas vous cacher les choses. En lisant le journal, j'étais très contente et je me suis dit, oui, c'est super. Entre les Red Lions et les Red Panthers, on tient la dragée haute et ça m'a vraiment fait plaisir. Oui. Le hockey se porte bien pour l'instant? Ah oui, absolument. Ouais. Alors, vous, Hervé Doyen, une autre info? Mais j'aime bien la deuxième. Voilà, elle est parfaitement anecdotique, mais elle n'est pas tant que ça, la liaison Paris-Bruxelles, qui a 175 ans, parce qu'il y a plusieurs symboliques là derrière. La liaison Bruxelles-Paris aujourd'hui, c'est le train. Voilà, je suis un grand défenseur, il y a un grand fervent des transports publics et singulièrement du train. Et la liaison Paris-Bruxelles, mais c'est aussi au-delà, c'est la francophonie, c'est le parler français, on est tous des enfants de France quelque part. Il y a beaucoup de gens, pas ma mère est française. Et donc, moi j'aime bien cette liaison-là. Je trouve que beaucoup d'entre nous sont bien à Paris. Ils aiment bien. Et les Parisiens nous le rendent bien quand même. Ils sont un paquet. Hein. On va pouvoir enfin y retourner. Alors c'est un peu ça. Alors, quelques questions bonus. Je commence par vous, Hervé Doyen. Est-ce qu'il y aura un grand écran pour un beau match de foot des Diables Rouges, place du Miroir, si jamais ils arrivent en finale? Mais je crains que toutes choses étant égales, voilà, si le protocole qui est adopté aujourd'hui a raison de 2500 spectateurs, c'est juste pas tenable. Voilà, se faire 2500 personnes que je dois accepter sur la place, et en mettre 7000 derrière la barrière, avec tous les problèmes de sécurité donc, et de frustration. La réponse est non. Voilà, donc la réponse est non pour l'instant. Toutes choses étant égales. Oui. Voilà. Alors, Sophie De Vos, je parlais du viaduc Herman de Brou. Il y avait un article dans la DH de Mathieu Ladevez concernant ce PAD Herman de Brou. Donc, apparemment, le gouvernement est d'accord là-dessus. Et d'ici le 21 juillet, ils vont approuver le PAD. Vous êtes au courant, évidemment. Mais j'ai vu le même article que vous. Donc, voilà, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Non, je n'étais même pas au courant que les textes qui allaient être soumis en deuxième lecture étaient finalisés. Je ne sais pas si l'avis que la commune a rendu a été pris en considération un peu, pas du tout, ou beaucoup. Donc non, voilà, j'ai découvert ça dans le journal. Vous trouvez qu'il devrait y avoir plus de transparence entre la région et la commune sur ce genre de dossier? Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Je trouve que c'est effectivement un petit manque de transparence et de concertation surtout entre les communes et les régions. Parce qu'il y a certains habitants, certains riverains qui demandent une deuxième enquête publique. Oui, mais on n'a toujours pas vu, disent-ils, les résultats de la première. Exact. Vous ne les avez pas vus, en tout cas. Alors, évidemment, il y a un grand sujet d'actualité. J'aimerais avoir votre réaction, Sylvie De Vos, là-dessus. C'est le gouvernement bruxellois qui a décidé que finalement, la STIB n'irait pas en appel de sa condamnation pour double discrimination au tribunal du travail. C'est une gifle pour Défi qui exigeait cet appel de la STIB. C'est une grande déception, parce que ça fait effectivement 3 semaines qu'on se bat, que notre président se bat pour qu'il y ait cet appel. Une défaite peut-être, une gifle, je ne pense pas, parce qu'on n'a quand même pas, on ne part pas les mains vides, on reste dans le gouvernement avec des garanties sérieuses. C'est quoi les garanties sérieuses? Alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'au sein de la STIB, on aura maintenant vraiment, la règle, ce sera vraiment la neutralité exclusive, avec en particulier pour les métiers de contact, pour les métiers d'autorité. Et puis, il y aura éventuellement des exceptions qui pourront être inscrites effectivement au niveau du règlement du travail, mais qui devront être avalisées par le comité de gestion à l'unanimité. Et là, Défi en fait partie. Donc,
c'est assez fort cadenassé à ce niveau-là. Ça, c'est une première chose. Il y aura également un cadre légal qui interdira le prosélytisme. Ça, c'est une première dans toutes les administrations et les entreprises publiques. Il y aura aussi, et ça je m'en réjouis, enfin un débat au Parlement régional avec une démarche citoyenne et participative pour débattre de cette neutralité. Donc, comme pour la 5G ou les sans-abri, ce sera un peu le même style de choses? Ce n'est pas encore organisé. Moi, je peux être vraiment pour un maximum de démarches participatives et citoyennes, parce que s'il y a bien des sujets où les citoyens peuvent apporter leur plus, peuvent dépasser les clivages politiques. Les partis, ils sont toujours un peu coincés dans leurs règles de parti et dans leur communautarisme électoral. Il faut quand même bien reconnaître ce qui est. Si le débat des citoyens peut faire dépasser ces clivages, on arrivera peut-être enfin à réglementer, à légiférer sur ce sujet qui dure depuis plus de 30 ans. Hervé Doyen, côté CDH, on a critiqué le gouvernement en disant qu'ils n'étaient pas franchement d'accord, que c'était un accord de façade et qu'il fallait demander la confiance au Parlement bruxellois. Et quel est votre avis à vous? Le CDH est dans son rôle, il est dans l'opposition au Parlement, mais c'est comme pour les infirmières, comme pour les enseignants, la question du voile parle de nous. Et je trouve qu'en effet, et je rejoins Sophie là-dessus, il faudra un jour atterrir sur cette question-là. Mais au-delà du cas spécifique de la STIP, il faut s'interroger de nouveau sur le mode sociétal, le mode de société dans lequel on veut vivre. Voilà. Est-ce que c'est une société à l'anglo-saxonne? Why not? Je veux dire, si les gens, s'il y a une majorité de gens qui disent le religieux a sa place partout, et voilà, et on peut très bien vivre sur un mode, je veux dire, où se côtoient toutes les communautés dans leur expression, y compris les expressions religieuses, visibles, etc. Pourquoi pas? C'est le modèle anglo-saxon qui est un modèle qui est parfois un petit peu hypocrite parce que, en effet, toutes les communautés y ont un droit d'expression assez fort. Sauf qu'elles vivent l'une à côté de l'autre, elles vivent très peu l'une avec l'autre. Donc ça, c'est une option. Ça, c'est une option. Et puis, il y a une option plus française, plus républicaine, une option d'intégration liée à l'idée de la laïcité de l'État, plutôt même au-delà même de la neutralité. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Moi, je suis assez enclin à l'idée que, à titre personnel, je pourrais être gêné par une trop grande présence du religieux de manière générale, quel qu'il soit d'ailleurs. Je suis croyant, je suis chrétien, mais voilà, il y a un moment où le religieux doit arrêter d'envahir l'espace public tout le temps comme ça. Mais je suis en revanche aussi assez à cheval, mais c'est une opinion personnelle, sur la sanctuarisation de certains endroits. La sanctuarisation de l'école et des services publics, pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut essayer de tomber d'accord, non pas sur un mode on ne veut pas de vous, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela, mais parce que ce sont des endroits où l'expression, je veux dire, du vivre ensemble prend tout son sens, surtout qui sont dans la puissance publique. Oui. Alors, Sylvie Losberg, le local est venu en tierce opposition. Alors, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Mais ça veut dire que le Centre d'action laïque va demander au juge d'être entendu par rapport à l'arrêt sur la condamnation d'Astip pour faire opposition au jugement et donc de rejuger. Mais en quelle qualité il peut faire ça? Alors on peut le faire quand on n'a pas été invité au premier débat ou au premier procès et qu'on a un intérêt à la cause. Et donc l'intérêt à la cause du Centre d'action laïque, c'est précisément l'impartialité de l'État et des pouvoirs publics, qui est le cœur, en fond, de nos actions. Et qui, sous ce couvert d'impartialité, c'est effectivement le fait que, dans des endroits comme l'école ou les services publics, la religion n'a pas sa place. Il y a des travailleurs qui sont les représentants de l'État, et à ce titre, ils doivent d'abord représenter l'État et pas... ne faites pas déjà toute la plaidoirie. Non, mais voilà, vous me demandez, je vous explique. Oui, très bien. Mais je veux quand même dire une autre petite chose par rapport à ce sujet, parce qu'on a l'impression, et j'en suis très heureuse, que le Centre d'action laïque prenne vraiment la place qui lui revient. Mais nos meilleurs alliés dans ce débat, ce sont les catholiques en Belgique. Écoutez Ringlet, écoutez M. de Beukelaar, écoutez M. Doyen. Que disent les catholiques éclairés, évidemment, en Belgique? C'est que la démocratie belge, elle a dû pousser les catholiques à accepter la sécularisation de l'État. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait
le vivre ensemble, comme on dit, j'aime pas beaucoup cette expression, mais en tout cas, c'est ça qui fait sens commun. Et donc, en tant que militante laïque, je suis très heureuse qu'aujourd'hui, on puisse faire entendre cette autre vision que la doxa idéologique qu'on a vue ailleurs. Et alors, la question, demander l'avis à la population ou au Parlement, quand on écoute ce qui se dit aux assises contre le racisme, j'ai vraiment peu d'espoir que ce que nous défendons soit entendu. Mathieu Ladevez, comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Parce que est-ce que ça va vraiment changer beaucoup de choses, cette décision du gouvernement bruxellois? Là, pour l'instant, non. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie loi. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit instauré au niveau fédéral. Déjà, je pense que c'est pas au niveau bruxellois qu'on doit décider ça. Parce que Bruxelles a des spécificités quand même ça va être difficile de se mettre d'accord avec les néerlandophones. Oui, écoutez, ça c'est typiquement belge, donc voilà, qu'on se mette d'accord ou pas. Si je me souviens bien, ce juge-là a pris la décision de porter plainte, enfin de condamner la STIB. Un autre juge sur un même dossier avait pris la décision de ne pas condamner. Exactement. Donc ça veut dire que ce qui manque principalement dans ce pays, c'est un cadre légal clair. Qu'est-ce qu'on fait avec cette sociale? Donc c'est normal. Après, on peut débattre de tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas de cadre légal, ça n'ira pas. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'excitation politique, énormément. Il y a des prises de position de chaque parti, c'est normal. Je pense que ça va un peu trop loin. Je rejoins totalement Sylvie sur la participation citoyenne dans un débat pareil. Pour moi, on va perdre du temps, perdre de l'énergie, s'exciter, ça va servir à rien. Je reviens sur la participation citoyenne de la 5G qui était quand même une demi-farce, honnêtement. C'est une première fois. Oui, mais en Irlande, la participation citoyenne sur l'avortement a très bien fonctionné. C'est très compliqué. On peut en reparler. Hein. C'est très compliqué. On en reparlera. Alors, je propose d'aller plus loin, de parler de ce bilan de politique régionale que je voulais faire avec vous. Il y a plusieurs matières. Est-ce que dans la relation commune-région, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, est-ce que ça s'est bien passé cette année de politique régionale, Sophie De Vos? De votre côté? J'ai envie de dire que ça dépend des sujets. Pour moi, il y a deux vraiment gros dossiers qui surplombent tous les autres. C'est évidemment toujours cette crise sanitaire. Le gouvernement a dû dégager des aides, se lancer dans le plan de relance, la stratégie de vaccination, etc., etc. Là, je pense qu'il y a vraiment eu une bonne entente entre les 19 bourgmestres d'ailleurs et le ministre-président. On a travaillé main dans la main et sur le terrain. De la Santé aussi. Oui. Pour d'autres sujets, évidemment, moi je prends ma casquette maintenant des chefines de la mobilité. Oui. Et s'il y a bien autre chose que le Bruxellois a pu constater cette année, c'est que ça bougeait en matière de mobilité et que ça bougeait vite. Là, je suis un petit peu plus... circonspecte, merci, vous m'ôtez les mots de la bouche, par rapport pas aux objectifs, parce que bien sûr que je suis d'accord, et mon parti également, sur la vision d'une ville plus apaisée, de quartiers plus apaisés, etc. C'est la manière d'y arriver qui est un petit peu plus compliquée à vivre. Peu ou pas de concertation, on oppose les différents types d'usagers les uns aux autres, alors que moi, mon premier travail en tant qu'échevine de la mobilité, c'est que chaque type d'usager se sente évidemment libre d'abord de choisir le mode de déplacement qu'il souhaite, et puis qu'il partage l'espace public dans le respect mutuel. Et là, on a l'impression qu'on avance trop vite, sans concertation, et que donc ça crée énormément de crispation, et en tout cas, c'est ça que nous, on doit gérer sur le terrain. Ça, c'est clair et net. Doyen est d'accord là-dessus, parce que on a beaucoup parlé de mobilité aussi à Jette. Hein. Ah oui, je pense qu'on en parle dans toute la commune. Hein. Donc voilà, il y a nos amis Écologlou, on ne va pas se cacher, ils se sont très très bien organisés au-delà, au lendemain des élections communales de 2018. Voilà, et ils ont la mobilité à tous les étages. Donc ils ont énormément d'échevins de la mobilité dans les 19 communes. Ils ont le ministre de la mobilité en région bruxelloise. Ils ont le ministre de la mobilité au fédéral. Donc il y a là des courroies de transmission de l'information, les subsides, etc., qui fonctionnent plutôt bien et qui donnent parfois l'impression, je veux dire, d'être un petit peu... rouleau compresseur, on y va et on fonce, et tout ce qu'on peut prendre maintenant, les gars, on y va, etc. Sauf que, moi j'ai toujours dit, avoir raison c'est bien, avoir raison trop tard c'est une erreur, avoir raison trop tôt c'est pas efficace. Et donc il faut essayer de trouver, le bon tempo, et surtout le bon tempo de concertation pour qu'il y ait une adhésion des gens. Si vous n'avez pas une adhésion des gens, je veux dire... j'ai envie de dire, je le dis à mes amis, sur tes amis, hein, les écolos. Je dis, mais ils sont dans votre majorité. Ils sont dans la majorité. Aussi. Ils sont dans la majorité dans beaucoup de communes. Voilà, mais faites attention parce que vous êtes occupés là à créer tellement de frustration, d'incompréhension
de colère parfois. Le paye, excusez-moi, qui rentre de son job, là, le livreur, à 11h du soir, et qui tourne pendant 3 quarts d'heure pour trouver une place pour garer sa camionnette, que par ailleurs, dans laquelle il ne pourra bientôt plus rouler, et il ne saura pas s'acheter la voiture électrique parce que ce sera hors de prix. Voilà, mais ça crée beaucoup d'insécurité chez les gens, et même les partenaires socialistes de la majorité. Mais en avant, il faut faire très attention par rapport à ça. Et j'en termine par là. Oui. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de voir que là où les écolos sont à des niveaux de pouvoir, où on peut prendre des décisions macro qui sont vraiment porteuses, je trouve, de changement. Je parle des voitures de société. 700 000 bagnoles qui sont des voitures de société. Là, on aurait pu attendre en disant on va mettre une fois pour toutes fin à ce régime de voitures de société qui coûte cher à l'État et là, qui, pas la majorité de fiscalité, n'est pas extraordinaire. Là, il ne se passe rien. La seule chose qu'on va dire, les thermiques seront remplacés par des électriques. Une voiture, ça reste une bagnole, hein, les gars. Donc, Mathieu Ladevez, est-ce que, comme observateur, vous avez observé ça aussi, cette difficulté entre régions et communes ? Oui, c'est clair que le gouvernement, en tout cas sur l'aspect mobilité, le gouvernement fonce à tombeau ouvert. Je pense qu'il a raison, enfin, en tout cas les écolos ont raison, vu que c'est là-dessus qu'ils vont se faire réélire ou pas. Je ne suis pas trop d'accord avec Sophie Devos quand vous dites on partage la mobilité. Je pense que les écolos rendent aux cyclistes et aux piétons bruxellois la place qu'ils n'ont pas eue pendant 25 ans, 30 ans. Donc je pense qu'ils font un travail pas trop tard ni trop tôt, c'est maintenant ou jamais. Donc à ce niveau-là, je ne partage pas évidemment leur point de vue sur tout, je pense qu'ils ont raison. Sur le fond, sur la forme, ils sont obligés d'aller vite parce qu'on connaît les écolos, souvent ils explosent pendant 4 ans et puis souvent ils sont dans l'opposition pendant très longtemps. Ah, il n'y a pas de place pour les piétons, c'est mal fichu. Je ne pas sur votre analyse sur les piétons. C'est-à-dire que oui, pour les cyclistes, ça, effectivement, on leur donne de la place. Les bagnoles, c'est devenu Satan. Mais par contre, les piétons, pour moi, en tout cas, ce sont souvent les oubliés. C'est pas faux, on est d'accord. Les communes travaillent là-dessus. Et à côté de ça, travaillent absolument, essayer de remettre. La ville de parce que aussi le piéton aussi, il a sa place. Il doit avoir sa place. Il doit avoir sa place, et ça a aussi changé depuis quelques mois et quelques années. C'est leur plan stop. Hein, donc normalement ils sont en premier, et c'est vrai que c'est d'abord les pistes cyclables. Oui. Alors passons à Sylvie Losberg qui voulait avoir des points positifs. Oui, alors c'est la fin de la saison. Je ne connais rien en mobilité, je n'ai pas de légitimité sur le sujet, à part comme individu, comme bruxelloise. Mais je trouve qu'il y a 2 personnalités qui, pour moi, ont apporté vraiment une autre action au sein de la région. C'est d'une part Barbara Tracht sur les VRAS et les violences envers les femmes, avec vraiment de l'argent, une volonté qui manquait depuis très longtemps. Et d'autre part, c'est Nawal Benamou, aussi sur la question des violences envers les femmes. Elle a mis en place la première conférence interministérielle, le logement, qui était un portefeuille très risqué à Bruxelles, où elle a beaucoup investi. Et puis aussi, quand même encore, Nawal Benamou sur sa fermeté par rapport aux questions de neutralité au sein du gouvernement bruxellois, où il faut quand même dire qu'elle est très isolée, et donc je lui tire mon chapeau. Donc là, en tout cas, c'est pas elle qui a triomphé au gouvernement bruxellois. Écoutez, on perd des batailles, mais in fine, je pense que... Mais le logement, il a quand même pas mal investi, c'est pas facile. Hein. Je pense qu'ils vont se ramasser, mais bon, c'est pas grave. On en reparlera. La fin d'année scolaire, elle, est chaude avec le climat et les examens certificatifs et autres. Pression maximale pour le CESS, pression maximale pour le CE1D et ses fuites, et aussi pour le CEB. Exemple dans l'école des Asters, c'est à Anderlecht, Jean-Christophe Peuzès et Yannick Van Gansbeek. Voilà Laura, voici les portfolios. Elle patientait depuis 1 an. Les voilà enfin ouvertes, les épreuves du CEB. On ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Ce sera la découverte en même temps. Cet examen, les élèves le préparent depuis des semaines. Adam nous ici. Malgré ça, certains ont la boule au ventre. J'ai peur de le rater. Dès qu'on était en rang devant la classe, il commençait à stresser à mort. Il avait envie de mourir, il n'avait pas envie de faire le CEB. La première évaluation, savoir écouter. Les loulous, le petit mot d'encouragement. Vous en êtes capables, vous en êtes tous capables. Un texte sur une visite de la section jouets d'un musée. Bonjour, je m'appelle Julie. Bienvenue au musée de la vie wallonne. 2 lectures et ensuite 20 minutes pour répondre aux questions, parfois un peu compliquées. Moi, je n'ai pas trop aimé en vrai parce que je préfère le savoir lire parce qu'on peut relire tout le temps, mais le savoir écouter, il faut vraiment être attentif. Moi, non, je peux pas. Un CEB maintenu malgré la crise sanitaire et ses conséquences sur l'apprentissage. Mais la consigne est d'en tenir compte lors de la correction.
Nous allons prendre l'entièreté du parcours de l'élève en compte pour pouvoir délibérer. Ce ne sera pas uniquement le CEB qui primera. Autre particularité, ce sont les titulaires de classe qui corrigeront les copies de leurs élèves. Je vais pouvoir identifier certaines écritures, or que quand on est en correction en grande salle, on ne connaît pas les feuilles qu'on a devant nous, on ne connaît pas les élèves, donc c'est pas toujours facile. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il y aura une influence, mais après, voilà, on doit aussi rester juste et tenir compte. On a une grille de critères à respecter aussi, donc voilà. Pour décrocher le sésame pour le secondaire, il faut au minimum 50%. À l'école Les Astères, on est convaincu que la réussite est à la portée de tous. Voilà, on appelle ça un marronnier chez les journalistes. Parler du CEB tous les ans, bon, c'est difficile et c'est compliqué tous les ans. Alors, Hervé Doyen, les places pour le secondaire, pour les premières, on voit, on y a un pas assez à Bruxelles. Et on sait que le Nord-Ouest est toujours mal payé là-dedans. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'à Jette, on a des solutions miracles? À Jette, on n'a pas de solution. Le secondaire relève exclusivement de la fédération. Des deux communautés. Et des pays. Et en effet, Jette est une commune très scolaire. On a plus de 11 000 étudiants sur le territoire pour 53 000 habitants. C'est dire qu'il y a énormément d'écoles. Et en effet, le Nord, singulièrement le Nord-Ouest, ont d'énormes collèges qui sont très recherchés. Notamment Collège Saint-Pierre, Collège Sacré-Cœur chez moi, qui sont très recherchés parce qu'ils ont une réputation, etc. Et en plus, on dessert des milliers de francophones de la périphérie qui n'ont pas d'école secondaire. Voilà, et donc il y a eu des efforts qui ont été faits ces dernières années par la création de 2 écoles secondaires en accord sur Molenbeek et Berkem-Saint-Agathe. Mais ça ne suffit pas. Hein. Mais ça ne suffit visiblement pas, et donc il devrait y avoir une mobilité d'élèves évidente au sein de la région bruxelloise, ce qui m'apparaît comme moins grave pour les élèves d'école secondaire que pour les élèves d'école primaire. Alors, Sophie Devos, on est à un pic en fait. Oui, on est à un pic. On sait depuis le début des années 2000 qu'il y a un boom démographique. D'ailleurs, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait prévu 21 000 et quelques places pour pallier à ce boom. Il y a moins d'un quart de ces places qui ont été créées. Et là, on est donc on a inventé des tas de bazar, décrets, inscriptions et autres. Ça a changé plusieurs fois de nom pour ne jamais finalement arriver à l'objectif louable, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, de mixité sociale. Ça n'a jamais fait que des familles traumatisées. Et là maintenant, on arrive vraiment à saturation. Il y a plus de demandes que d'offres à Bruxelles. Donc on loue des bureaux. On demande de l'aide à l'ULB pour caler les élèves, pardonnez-moi l'expression aussi, à la rentrée prochaine. Donc, qu'est-ce que je peux dire à part un manque d'anticipation et un manque d'investissement massif dans l'enseignement depuis des dizaines d'années? Voilà, je ne peux rien dire d'autre. Oui, et apparemment, on ne fait pas assez appel peut-être aux communes pour un soutien, pour une aide, pour trouver des locaux, pour aider. Je ne suis pas au courant qu'un tel appel. On ne vous a rien demandé, et vous non plus, Hervé Doyen? Mathieu Le Devet, cette situation-là, effectivement, on aurait pu aussi mieux la prévoir. C'est un peu comme les logements sociaux. Hein. Il n'y en a pas assez. Logements sociaux, il y a assez de logements à Bruxelles, il faut faire attention. Il y a largement assez de logements sociaux, juste que les logements sont beaucoup trop chers, mais c'est tout. Par rapport aux logements sociaux, il y en a pas assez. Oui, d'accord. Mais moi, je voulais juste rappeler très brièvement, en 2001, Charles Piquet avait présenté un plan container. 3500 places en conteneur. Déjà en conteneur, hein. Bon, c'est pas des conteneurs de chantier, mais c'est pas génial de faire un cours, de donner cours dans un conteneur ou de prendre cours dans un conteneur quand il fait chaud. Voilà, 3500 places en 2001. C'est pas forcément à la région de faire cet effort-là, mais ils l'ont fait. Oui. On voit déjà qu'en 2001, il y a 20 ans, on était déjà en galère, vous le disiez. On est toujours en galère maintenant. Voilà, manque de prévision, d'anticipation. Ça ira mieux demain. Sylvie Dosberg, là-dessus, pour conclure. Moi, je pense qu'il y a des solutions. Moi, je pense qu'on pourrait fusionner les réseaux, par exemple, voilà. Et je pense qu'on pourrait aussi régionaliser l'enseignement. La situation à Bruxelles n'est pas la même qu'en Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pourtant, je pense que Caroline Désir fait ce qu'elle peut, hein, voilà. Mais la réalité bruxelloise, on le sait, elle est spécifique. Et donc, il faut des moyens, il faut financer. Et ça n'a pas été fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On peut mais Caroline Désir s'est assez battue sur ce dossier. Oui, écoutez, certains l'ont critiqué. Oui, alors on la critique, on dit aujourd'hui qu'elle est fataliste. C'est votre ami André-Antoine. Je trouve ça un peu... Pas sûr que ce soit l'ami des... Non, mais enfin, c'est pousser le bouchon un peu loin de la part du CDH, qui a été pendant 10 ans à la tête de l'enseignement de la Fédération de Bruxelles. Donc ça, je trouve que c'est quand même... C'est pas loyal. Et elle a fait un super job pendant la crise Covid. Donc elle ne peut pas faire tout en même temps. Et c'est pas elle non plus qui a l'argent en main. Et puis alors aussi, quand on propose de refinancer les bâtiments scolaires avec l'argent de l'Europe, on entend le CEGEC qui fait la branca parce que, soi-disant, on va prendre de l'argent de leur poche. Donc moi, je pense que
les réseaux, un seul réseau, c'est une solution, et peut-être régionaliser, c'est la deuxième solution. Mathieu Ladevez, pour terminer Moi, là-dessus. je compte surtout sur la Flandre, parce que la Flandre a beaucoup d'argent. La communauté flamande investit énormément dans les écoles à Bruxelles. Avec un objectif politique clair. Ah oui, mais bon, le problème n'est pas là. C'est que Donc, il y a de la le place. jeu, c'est que les enfants aillent à l'école, qu'ils soient bilingues, et la Flandre le fait. Je suis désolé. Dans ce que Mathieu Ladevez dit, il y a de la place dans le réseau néerlandophone. Voilà. Merci. Mais bientôt plus. Il n'y a pas de place dans le réseau francophone. Le problème, c'est que tout le monde veut leurs enfants dans les mêmes écoles. Il y a des écoles où il y a de la place, vous savez. On passe à nos coups de cœur à présent. Mathieu veut faire la fête. Bah écoutez, c'est la première fois, la fête de la musique qui démarre ce soir à Bruxelles et qui va s'étendre tout le week-end. Honnêtement, pour moi, c'est le vrai premier événement festif, culturel, gratuit, sans masque, en dehors d'aller boire un coup au bistrot qui n'a pas beaucoup d'intérêt culturel, qui va se dérouler ce week-end à Bruxelles. Donc j'espère que ça va bien se passer. À mon avis, il va faire beau. Il y a des choses un peu spectaculaires qui se passent, mais il y a aussi plein de choses dans toutes les communes. Sur Jette, vous faites des choses. Au Derghem, je vous avoue, je n'ai pas vu, je suis désolé, mais je pense qu'il y a quelque chose. Square Meudouin, Saint-Lambert, enfin, il y a vraiment, ça va danser, chanter partout à Bruxelles, sans masque, sans rien. Donc, pour moi, c'est la vraie libération culturelle de Bruxelles. Elle se démarre ce soir. Elle démarre vendredi soir voilà. et jusqu'à la fin du week-end. Et vous, Sylvie Losberg? Alors, une petite brochure gratuite qui s'appelle le guide sur les droits des femmes. Donc, c'est vraiment un outil au quotidien pour les filles, mais aussi pour les garçons, parce que l'égalité, ça concerne évidemment aussi les garçons. Et c'est publié par la Commission jeune du Conseil des femmes. C'est gratuit. Vous écrivez info@cffb.be, vous allez sur le site. Et c'est vraiment très joliment fait. C'est très pratique. On a vraiment des informations sur tous les droits à la santé, les droits sociaux, les droits politiques, les droits économiques et aussi évidemment les carences, donc ce qu'il faut encore faire pour obtenir une réelle égalité entre les filles et les garçons. Alors je ne sais pas si j'ai le temps moi aussi de vous donner un conseil, c'est un livre à l'occasion du foot, les mémoires de l'arbitre numéro 1, Marcel Javot, ça s'appelle Libre Arbitre. Ce sont 50 ans de souvenirs foot et c'est aux éditions Chronica, des anecdotes savoureuses, des affaires de famille, des histoires de vestiaire à déguster entre 2 matchs de l'Euro. Une promenade rapide à faire au Derghem ce week-end, ce dimanche par exemple, Sophie De Vos? Vous pouvez venir cet après-midi, vous pouvez venir ce dimanche. Jusqu'au 17 juillet, venez au Centre d'art de Rouge-Cloître. Il y a une merveilleuse exposition consacrée à Adrien Van de Putte, arpenteur du réel. C'est magique, c'est féerique. Et puis, vous pouvez bien sûr vous balader dans le merveilleux site de Rouge-Cloître. Quand est-ce qu'on pourra se balader à Val-Duchesse? Alors ça ne dépend pas uniquement de moi. Régulièrement, grâce à la collaboration de la chancellerie du Premier ministre, on fait des organisations et on ouvre Val-Duchesse. Oui. Mais là, il n'y a rien de prévu en ce moment. On a ouvert Val-Duchesse pour les journées bruxelloises de l'eau, très récemment. C'est déjà pas mal. Oui. Hervé Doyen? Plein d'activités culturelles dans le cadre de la fête de la musique. Vous tapez Jamin Jet et vous avez tout le programme qui commence ce soir. Vous tapez Firme. FIRML, et vous avez toutes les activités culturelles qui auront lieu demain après-midi. Merci à tous, invités chroniqueurs. On se retrouve la saison prochaine, début septembre. D'ici là, bon été à tous.